Quelles sont les solutions les plus rapides, les plus efficaces pour répondre aux besoins urgents de recrutement dans la tech? On en parle avec Thomas Bénard, CEO, fondateur de Data Recrutement, donc cabinet de chasseurs de tête. Alors vous nous dites de nouvelle génération. Nouvelle génération, oui, parce qu'on a... Bon, maintenant, ça fait quand même 7 ans qu'on existe, mais on essaye de nous différencier de toutes les solutions d'autres cabinets de chasse par une surspécialisation de nos chasseurs de tête et une formation beaucoup plus importante et des backgrounds aussi de nos équipes qui sont beaucoup plus seniors. Pour en particulier le secteur de la tech, pour les startups de la French Tech. Vous publiez une étude sur les salaires qui rassemble les données de 7500 candidats chaque année et puis un classement, le Tech 500, qui regroupe les 500 entreprises qui recrutent le plus en France. Alors vous allez évidemment nous les dévoiler, peut-être déjà un aperçu des salaires. Alors, sur les salaires... Les salaires dans la tech aujourd'hui? Alors, ils flambent. Ouais. Voilà. Ça continue. Une information clé, c'est que oui, ça continue. On a, sur le 12 mois glissant, une augmentation de 8,3% des salaires. Donc oui, il y a toujours une pénurie des cadres qui est importante et une pénurie aussi des fonctions tech qui est très importante. Et donc on a une tension sur les salaires qui reste présente, même si les levées de fonds ont pu diminuer en termes de valorisation, notamment dans le SaaS. Oui. Donc on peut se retrouver avec des niveaux de valorisation auprès des C-level au niveau des salaires ou sur certains sales qui ont diminué, mais sur des profils tech ou des profils product et design ou data, on va continuer à avoir une inflation de l'ordre de 8 points qu'on constate dans la déclaration des candidats. Bon, plutôt une bonne nouvelle pour les candidats. Du côté du classement donc, de ces 500 entreprises qui recrutent le plus, on va pas les donner toutes évidemment. Non. Mais peut-être des secteurs, des grandes lignes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce classement, donc le Tech 500 regroupe les 500 entreprises qui ont eu le plus de recrutement sur les 12 derniers mois. Donc, c'est très intéressant à la fois pour les candidats qui peuvent y trouver des endroits où exprimer leur talent et avoir des fast-track carrières plus intéressantes. C'est très intéressant aussi pour les entreprises qui peuvent mettre en avant leur marque employeur. C'est un classement 100% gratuit, hyper simple, avec simplement un critère, la croissance des effectifs. D'accord. Une des premières surprises, c'est qu'il n'y a pas un secteur. Moi, je m'attendais à ce que, quand j'ai construit ce classement il y a 2 ans, à ce que le SaaS, par exemple, soit prédominant. Il représente quand même 25% des business models derrière ces entreprises, mais on retrouve tout un tas de business models, du e-commerce, des legal tech, du conseil, des applications basées sur des commissions, enfin, des plateformes. On retrouve tout un tas de business models différents. Et ça, c'est comme ça chaque année ? Oui. Ouais. Alors, avec vous, pour débattre de ce sujet du recrutement et des bonnes pratiques à appliquer, Thomas Vergniaud, président fondateur de Wellcode. Bonjour. Alors, organisme, vous, de formation, là aussi très spécialisé, puisque vous êtes entièrement voué aux recruteurs dans l'IT. C'est hyper pointu. Oui, tout à fait. On est le premier organisme de formation spécialisé dans les recruteurs IT. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces recruteurs IT ? Alors, en fait, ils sont déjà extrêmement intéressants. Ils font un job passionnant. Alors, moi, je suis issu de la tech, parce que je suis un ancien tech. J'ai fait plus de 20 ans dans le domaine de la tech et j'ai été énormément chassé et on m'a essayé de me recruter sur LinkedIn avec des messages et ça se passait pas très très bien. Ouais. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une disparité énorme entre le métier qui est l'IT et le métier du recrutement. Et en fait, c'est pour ça que les recruteurs sont plutôt issus de formation RH RH et non pas le background suffisant en fait pour comprendre le métier, c'est ça ? Alors que c'est la première vitrine de la marque employeur d'une société. Donc, effectivement, le candidat IT, la première personne qu'il voit, c'est un recruteur dans le domaine de la tech. Donc la lacune que vous comblez avec vos formations, c'est plutôt de la spécialisation sur l'IT. Alors nous, on ne va pas leur apprendre à devenir recruteur, puisque c'est leur métier, mais on arrive avec une brique métier IT. Donc nous, effectivement, l'objectif, c'est qu'ils gagnent en crédibilité, en légitimité, en spécificité technique, pour aller le plus rapidement, pour aller trouver des candidats très rapidement. Alors, et restez avec nous aussi autour de la table pour parler de ce sujet. Grégory Muratorio, PDG cofondateur de Henry Trip, dont on a parlé juste avant dans l'interview pour préparer nos voyages. Vous nous avez dit, je veux grandir, lever de fonds, il va falloir que je recrute. Donc, c'est bien, vous nous partagerez votre expérience. Déjà, une question pour vous, Thomas Bénard. Le contexte sur le recrutement de ces profils tech spécialisés, est-ce qu'il est aussi tendu qu'on le dit ? Parce que la situation est vraiment très problématique. Ça reste encore très très compliqué pour recruter une équipe tech data. Il faut déployer beaucoup de qualité, comme on le disait. Aujourd'hui, on a des développeurs qui reçoivent jusqu'à un message par jour.
Et on a l'intégralité des développeurs qui pourraient démissionner ce soir, aujourd'hui, et être recrutés demain. Vous êtes Donc- sûr de ça? C'est fou, ça va donner des envies de partir. Ça- Alors, Comme codeur. les entreprises déploient beaucoup d'efforts pour garder leur talent, que ce soit en termes de rémunération, mais surtout en termes de montée en compétences, de culture, d'affinité, qu'il faut qu'ils arrivent à garder leur talent. C'est ça. Alors, on va regarder aussi, Thomas Vergniaud, peut-être du côté d'abord de là où trouver ces bons Oui. profils tech. Alors effectivement, on va les trouver sur des On plateformes va être chez les concurrents? très spécialisées, on va faire du sourcing chez des concurrents. Mais moi, je voulais revenir sur un point qui est très important, c'est l'attraction. C'est-à-dire Ouais. comment est-ce qu'on attire ces talents techniques. C'est vraiment extrêmement important. Donc la première chose, c'est qu'il faut aller leur proposer alors un salaire, effectivement Thomas en parlait, un salaire convenable. Ouais. En période de crise, c'est la première chose qu'on regarde, c'est le salaire. Ensuite, c'est le package salarial. Et après, il faut qu'on ait un équilibre vie perso et vie professionnelle. Donc il y a forcément des jours de télétravail qui sont donnés. Ça, c'est un critère essentiel. Et ensuite, c'est le challenge technologique. Qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces candidats-là dans la société? Ils vont travailler sur le produit, mais sur un challenge technologique. Et c'est ça qui est très important. Et après, il y a un dernier point qui est super important aussi, c'est la partie, il faut élargir les recherches. Quand on est une société pour trouver des candidats techniques, il faut un petit peu arrêter de se cliver sur le bac plus 5 en informatique ou en école d'ingé. Et il faut arriver sur des juniors, sur des seniors. S'il y a s'ouvrir déjà un petit peu. l'expérience d'un Voilà, poste soit les équivalent, en former, général c'est ça, soit hein, les ouais. offres d'emploi, c'est quelqu'un qui a déjà fait la même Exactement. chose ailleurs. En fait. Ou alors, effectivement, le CTO Limite. fait partie de cette ancienne école d'ingé, donc on va favoriser l'alumni. Bon voilà, il y a Aussi, des que ça ouais. peut arriver. Mais alors, on va élargir jusqu'où? Comment est-ce qu'on procède justement pour son sourcing? Alors, effectivement, il va déjà falloir comprendre qu'est-ce que la tech. Avant de faire du sourcing, il faut comprendre les mots-clés, il faut comprendre le vernis, il faut comprendre le jargon. Il faut s'intéresser déjà premièrement à ces candidats. Dans ressources humaines et dans recrutement, il y a humain. Oui. Donc déjà, il faut connaître le profil de la personne. Une fois qu'on a connu le profil de la personne, on va faire du scan de CV, des choses comme ça. On va essayer d'identifier ses talents, soft skills et hard skills. Et après, on ira sur des outils. Mais d'abord, il faut privilégier la base, c'est-à-dire le vernis, comprendre ce que l'on recherche, qui est la personne, ce qu'il fait et comment est-ce qu'il doit Ouais, mais fonctionner. alors, où est-il? J'en reviens à ma question. Où je vais le chercher, ce profil tech? Alors, on a quand même 99% des développeurs qui sont sur LinkedIn. La problématique, c'est pas tant de les trouver que d'être en fait en capacité de les convaincre de s'intéresser à l'offre d'emploi. Là, qu'on vous venez de propose. dire, donc, il faut que je passe par LinkedIn aujourd'hui si j'ai besoin de recruter, de toute façon. Alors, LinkedIn, après, propose l'ensemble des développeurs, mais parfois, comme ils sont sursollicités, ils ne répondent plus. Ouais. Donc, il faut... le bon hack, c'est de sursoigner son approche, et même le fond derrière, comme on se le dit. Après, on peut passer aussi par d'autres canaux, donc le téléphone, l'email ou l'événementiel. Et donc, on se sert de ces 4 canaux, mais la base de données, on va la retrouver aussi un peu sur GitHub ou sur du réseautage. Mais On va pas chercher du côté des écoles, par exemple? Alors moi, après, je suis assez spécifique parce qu'en termes de cabinet de chasse, nous, on intervient surtout Oui, sur des niveaux Vous avez confirmés, des 3 ans et profils plus. confirmés. Et donc, un peu moins en termes d'école. Le problème, c'est que le marché est un petit peu tendu là-dessus. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller voir des gens qui sont confirmés, multitask, avec une expérience définie de 2 à 5 ans sur des Ouais, mais est-ce que c'est pas ça le seniors. problème? Est-ce qu'il ne faut pas apprendre à faire grandir aussi C'est ce que dans son Faut entreprise? poser là-dessus. Je partage aussi. Oui. Parce que vous allez les chercher où, vos profils tech? On a deux types de profils. On a le profil senior confirmé, qui est quand même nécessaire pour structurer, en tout cas. Et par contre, il y a un ensemble de nos salariés aujourd'hui, ils sont issus des écoles et nous les formons en interne. Ouais. Et ça fait aussi partie de notre rôle en tant qu'entreprise. Former, Alors, accompagner, il y a et faire monter en effectivement compétences. aller les chercher à l'école et les faire grandir, leur apprendre le métier finalement chez nous. C'est pas mal parce qu'ils sont formés sur mesure. Il y a aussi la question des équipes en interne qu'on peut peut-être proposer sur des postes différents. Alors, par contre, passer sur du code quand on est commercial, Ouais, c'est quelque chose que j'ai assez peu vu. ouais. Parce que ça demande en fait un background, un apprentissage logique, mathématique, et puis c'est comme l'apprentissage d'une langue. D'ailleurs, on parle de langage sur le code, donc c'est relativement long et ça pourrait être trop coûteux, avec parfois des déceptions. Alors, on a quand même des organismes comme le Wagon C'est ça. ou d'autres qui se lancent, mais par exemple, nous, nos clients sur Ruby ne veulent pas. Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, d'ailleurs, visite le wagon. Voilà. Oui, hier. Ouais, Tout à fait. ouais. Donc, Ouais. gros succès pédagogique, mais Ouais. souvent, on a des profils business qui s'acculturent à la tech,
mais après un parcours, alors il doit y avoir différents parcours, mais un parcours de quelques semaines, quelques mois, on ne devient pas développeur. On peut développer un site web, on peut être acculturé. Après, il y a les briques no-code, low-code qui Exactement. peuvent aider à faire progresser aussi dans l'entreprise. Les recruteurs IT, vous leur dites aussi d'aller regarder dans leurs équipes en interne? Bien sûr, ils peuvent aller regarder dans l'équipe. Alors, alors moi, ce que je propose en général, pour faire de la rétention de talent, c'est d'aller travailler sur le mentorat ou le pair programming. C'est-à-dire d'essayer d'avoir des mentors, des gens qui sont là pour vous former en interne, pour vous faire évoluer. Et donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, le pair programming, c'est comment est-ce qu'on va trouver des solutions en interne pour travailler ensemble sur un bug, sur une partie de code. Et ça, c'est très apprécié des candidats tech. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte d'atelier qui se crée au sein de l'entreprise et tout le monde est amené à y participer éventuellement. À aller débugger, on y va à plusieurs, et ça, c'est très intéressant. Ça fait monter en compétences. On n'a pas de frein managérial avec la personne en face de soi. Et donc, du coup, ça permet de se lâcher, de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement pour l'entreprise. Ouais. Et puis, en plus, ça fonctionne bien avec l'état d'esprit tech. Sur la France, est-ce qu'il y a des spécificités dans le recrutement dans le secteur tech français? Est-ce qu'on a des particularités? Est-ce que on a une approche Moi, j'ai noté qui vous semble efficace? par rapport au Royaume-Uni, nos chasseurs de tête sont plus juniors. Ça, c'est quelque chose dans lequel je ne crois pas et que je regrette. Et chez nous, on investit plus sur notre masse salariale pour avoir des chasseurs de tête qui sont plus seniors, parce que je pense que quand on approche un candidat, d'avoir une maturité professionnelle plus importante, ça nous permet d'extrapoler beaucoup plus de choses à partir d'un CV et justement de personnaliser une approche et d'embarquer le candidat sur des points de frustration qu'il peut avoir dans une grande entreprise, une petite entreprise ou dans un secteur. Ouais. Et donc cette maturité, elle existait moins en France, il me semble, mais on se soigne. C'est-à-dire qu'en ce moment, le métier de Talent Acquisition Manager en interne s'en oublie, notamment avec la pénurie. C'est devenu le goulet principal d'étranglement. Et donc, on se retrouve à avoir une fonction RH qui est beaucoup plus valorisée, me semble-t-il, en interne, et en tout cas, on le retrouve dans le salaire, par rapport à il y a 5 ou 10 ans, où en fait on avait des fonctions support, où on recrutait parfois des personnes qui n'étaient pas du tout business, qui n'étaient pas très intéressées en fait aux fonctions et qui pouvaient être recrutées autour de 28-30K plus 2-3K de variables, alors que maintenant on a des talent acquisition managers qui gagnent 50, 60, 70K. Et donc on se retrouve avec... donc plus de maturité du côté des chasseurs de tête. Mais ensuite, quand vous récupérez des candidats, vous avez trouvé les bons profils pour les entreprises. J'imagine que vous travaillez aussi bien pour de la French Tech que pour de la tech étrangère. Est-ce que là, vous voyez des différences sur la manière dont le candidat est accueilli? Alors, et sur la capacité d'attraction des entreprises tech françaises et tech américaines ou autres? Nos recrutements, à l'étranger, ils pèsent 2% de nos recrutements. Donc, pour quelques filiales de scale-up qui recrutent à l'étranger, on les accompagne. Mais c'est assez ponctuel. Je ne parle pas de recruter à l'étranger. Hein. Je parle de recruter en France, mais pour une boîte étrangère. Ah ouais. Je ne sais pas, des candidats pour Amazon, par exemple. Ça va être peut-être plus processisé sur les boîtes américaines. Ouais. Et puis après, on a une rémunération qui explose. C'est là où ça fait la différence. Sur un Salesforce, sur un Salesforce en Amazon, on a des salaires qui sont vraiment différents de la tech française. Ouais. Je pense qu'il y a 2 points sur ce sujet. Il y a la notion de salaire, il y a la notion d'expertise. Et en France, on regarde avec le CV, avec l'école. Alors que dans les pays anglo-saxons, non. En fait, il faudrait mettre une personne avec une école intéressante, avec un super parcours, et la même personne avec le même niveau techniquement sans école. Et en fait, il faudrait les tester sur un processus technique d'onboarding pour voir un peu quelle est leur valeur. Et donc, oublier ce côté, parce que c'est un biais, en fait. Moi, je trouve que c'est un biais dans la partie recrutement. Oui, mais la première rencontre qu'on va avoir avec le candidat, c'est quand même le CV. Oui. Sur la partie technique... C'est marrant, j'entends ce que vous dites sur cette partie CV. Il ne faut pas oublier quand même que l'Europe a poussé à aller jusqu'au master. Donc, c'est quand même une tendance européenne et pas que française. C'est pour ça que je me permets de contextualiser. Alors que les Américains ont une vision différente à ce niveau-là. Mais il n'empêche que je le constate et je vous pose la question. Également, moi, je remarque qu'au niveau des startups, on est beaucoup à se servir du CV, mais à regarder également, en effet, toute la partie expertise, pas forcément, je dirais, expérience. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans le milieu des startups? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que les startups font passer des tests techniques? Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Il y a une sorte de bac à sable, en fait, avant de rentrer. Ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est-à-dire que pour aller plus loin et pour avoir une meilleure attraction, pour moi, il faudrait supprimer certains paliers dans le processus de recrutement. Lesquels? Les entretiens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 5-6 entretiens, il faut en faire 3.
C'est Maximum. un technique, un CTO, et aller beaucoup plus vite pour le candidat. Si on a des réponses et un feedback positif, on sera extrêmement intéressé d'aller rejoindre l'entreprise. Ça fait partie de la marque employeur qu'on abordera plus tard. Exact. Ouais, alors là, allons-y. Moins de 2 semaines. En Parce tout cas, que nous, c'est la règle qu'on se donne entre le début L'horloge du tourne, CV. donc on va pas Bien sûr. on va pas l'aborder plus tard, on va l'aborder maintenant. La marque employeur, vous y avez fait référence tout Oui, à l'heure en tout à disant fait. on travaille notre marque employeur pour être attractif. Comment est-ce qu'il faut travailler sa marque employeur? Alors, il y a tout un poncif sur tout un tas d'éléments, mais je crois que le plus important, c'est le fond. Il ne faut pas oublier, bien sûr, il y a le package, il y a le temps de travail, il y a la culture d'entreprise qu'on peut avoir, mais le point numéro 1 pour lequel on rejoint une entreprise, c'est aussi la mission. Il faut que le quotidien de la mission, et là où elle va nous emmener dans notre carrière, ce soit intéressant. Et donc, le premier point, je pense, d'une belle marque employeur, c'est de réfléchir, OK, en tant que fondateur, je réfléchis à mon besoin, mais qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je mets sur la table comme proposition de valeur pour le candidat, et ça passe par un quotidien qui va être intéressant, qui va aussi l'emmener vers un demain qui sera plus intéressant encore. Après, il y a pas mal de choses fumeuses aussi autour de la marque employeur. Bon. On peut être transparent, complètement. Ouais. Moi, la notion de plante verte, baby-foot, C'est ça. ces choses-là, ça n'attire pas les techs. Moi, je suis un ancien tech, je vois ça, ça ne m'attire pas du tout. Il faut être clair sur ces sujets-là. Moi, ce qui va m'attirer, c'est le challenge technique en tant qu'ancien tech. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir utiliser mes skills, mes hard skills, c'est-à-dire mes compétences techniques, logiciels, software, tout ce qui est langage de programmation, par exemple. Est-ce que je vais m'améliorer? Est-ce que je vais avoir un vrai challenge technique dans l'entreprise pour le produit? Et c'est ça qui est très important. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais la difficulté, Il c'est faut que le faire. j'imagine que les entreprises aussi ont besoin de profils tech qui font des choses moins intéressantes, Mais qui tout gèrent est- le quotidien, tout est les intéressant. débugages. Non, mais tout est intéressant et chacune des Il missions. y a des avec chaque frustrations dans les anecdote doit équipes quand même de codeurs. hein. Il y a des frustrations, Oui, bien sûr. évidemment. Mm. Mais pour moi, je suis d'accord, mais ça doit se décliner à l'échelle de toute l'entreprise. Oui, Chacun doit avoir un challenge. C'est important, en fait, d'être animé aussi par l'envie de faire avancer l'entreprise, c'est certain. Mais également, personnellement, d'avoir un défi auquel on fait face. Oui, mais si on est en phase de recrutement et que on promet la lune au codeur en lui disant qu'il va pouvoir s'éclater, développer plein de trucs, alors qu'en vrai, son travail, c'est de débugger, de faire des mises à jour. Transparence. Il faut être extrêmement transparent. Ouais. Il faut tout de suite annoncer les tâches, c'est-à-dire de la documentation, du debug, de la création de fonctionnalités et du test. Moi, en tant que candidat, je peux poser la question à quelle hauteur, en termes de pourcentage, je vais avoir sur toutes ces différentes tâches. Ça me donne, voilà, est-ce que je vais me retrouver un petit peu à faire que du debug toute la journée, ou est-ce que je vais créer de la valeur pour l'entreprise avec un challenge technique? Voilà, ça c'est vraiment les éléments clés pour obtenir un poste et aller trouver. Parce que la question, c'est aussi la fidélisation. Enfin, comment le garder, le talent. D'où le parcours Vous allez les d'évolution. chasser en plus, vous essayez de les faire Exactement. sortir. Mais d'où le parcours d'évolution, où il faut toujours être dans la dentelle et regarder pour chaque personne, c'est là où on parle quand même de ressources humaines, où il faut regarder à chaque fois qui a la légitimité pour passer à la next step et prendre je sais pas, le leadership sur une équipe, ou prendre un sujet, un périmètre du code à développer. Et c'est comme ça qu'on garde les talents. Après, je pense qu'il faut un peu dédramatiser sur la période du recrutement parce qu'on y attache une importance. Pour moi, la période qui est la plus importante, c'est ce qui se passe après le recrutement, c'est-à-dire les 3 premiers mois et d'ailleurs l'onboarding qu'on c'est ça appelle période d'essai. Nous, chez nous, en tout cas, on y a accordé une importance forte. Et c'est là-dessus sur lequel je pense qu'on est en capacité de faire la différence. Il ne faut pas oublier que le candidat, c'est ce qu'on dit lorsqu'il intègre l'entreprise, c'est on vous promet ça, on est transparent là-dessus, mais vous allez pouvoir le voir. Et si vous voulez nous quitter à n'importe quel moment, vous pouvez nous quitter. Mais faites-nous confiance, on ne vous ment pas. Et en règle générale, lorsque vous avez été transparent, la période d'essai se passe plutôt bien. On est en plus très proactif là-dessus, aux écoutes du candidat, et ça permet aussi d'envisager la suite et une longue relation. Est-ce que vous constatez justement, vous qui êtes des experts du recrutement, une relative stabilité dans les postes tech? On revient à la normale. À un moment, ça devenait un petit peu... Il y avait beaucoup de levées de fonds, il y avait énormément de startups ou de très grosses sociétés qui démarraient, on embauchait à l'appel des ingénieurs. Et je trouve qu'on revient à la normale. C'est-à-dire, pour moi, il y a un peu moins cet effet... Quelle est la durée d'ancienneté moyenne dans la tech? 2 ans. C'est 2-3 ans. Ah oui, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Mais non, ça reste. On voit quand même une rotation très forte. Ah oui. Ça reste une tension élevée, selon moi, avec encore beaucoup d'approches. Les candidats sont plus prudents. On peut avoir dans le métaverse ou avant on avait des levées de fonds assez importantes, même sans business model ou sans market fit. Ouais. Et on pouvait rejoindre une entreprise parce qu'elle nous semblait intéressante d'un point de vue notoriété.
Aujourd'hui, on va quand même vérifier qu'on a une certaine solidité. On va avoir des questions sur la solidité financière de l'entreprise, mais ça Même reste... s'il n'y reste que 2 ans, ça les intéresse de s'assurer que la boîte est solide. Oui, tout à fait. En période de crise, c'est important de savoir où on va. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'avant, c'était les entreprises qui recrutaient. Maintenant, c'est les candidats qui choisissent les entreprises grâce à la marque employeur. Ouais. Donc, ça fait une vraie différence. Un candidat, il va être sur LinkedIn et effectivement, il ne va pas se mettre open to work. C'est-à-dire, je ne suis pas disponible sur mon réseau. Un candidat, on ne sait pas, on va lui faire une proposition. Et effectivement, sur cette proposition, est-ce qu'elle est équivalente ou plus intéressante que ce qu'il a? Et c'est comme ça qu'on pourra le chasser. Ouais. Voilà, donc c'est très différent. Et alors, combien ça coûte, le recrutement? De plus en plus cher aussi, j'imagine. Un peu moins cher en ce moment. Ah. Les entreprises peuvent faire leurs courses et peuvent peut-être payer... Grâce à quoi? Pourquoi c'est moins cher? D'abord parce qu'il y a eu beaucoup plus d'acteurs du recrutement qui se sont multipliés. Et parce qu'il y a une tension, c'est-à-dire que le volume de postes ouverts a diminué par rapport à il y a 12 mois. Et donc on se retrouve avec un rééquilibrage au niveau des prix. Vous pouvez nous donner des fourchettes de prix? Tout dépend de la solution. Quand on recrute, on a des solutions, ça va de la cooptation, des job boards, donc des sites d'annonces d'emploi. On a des talent acquisition internes qui peuvent faire de l'approche directe. On a des talent partners qui sont des talent acquisition managers, mais qui sont mis en délégation dans nos équipes, donc qui viennent d'un prestataire extérieur. On parle de RPO. On a des plateformes sur lesquelles on va chercher des candidats, sur lesquels qui les ont déjà préqualifiés. Et on a le plus cher, c'est le cabinet de chasse qui va tout gérer, souvent prendre le recrutement à son risque et va par approche directe aller sélectionner, sourcer les différents candidats. À son risque, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il assume comme risque? Il va mobiliser des ressources à ses frais et n'être rémunéré que s'il réussit à trouver le meilleur candidat dans les formules au succès. D'accord. Donc on peut engager 6, 8, 10, 12, 14 000 euros et être rémunéré que si on réussit à recruter. Ouais. Donc c'est la solution la moins risquée, c'est la solution la plus chère. Elle convient sur des recrutements stratégiques, très techniques ou difficiles. Et donc la fourchette, c'est de combien à combien Ça va des solutions? Ça va de 0 euros ou de 500 euros de prime pour la cooptation à fois 30 000 500 euros fois le nombre de personnes qui ont apporté des candidats. Voilà. Par contre, à chaque fois, il faut mettre de la qualité. Et jusqu'à combien, pardon? Et jusqu'à 20-30 000 euros. Alors en moyenne... pour un poste. Hein. Voilà, sur un poste. C'est-à-dire qu'en moyenne, nous, dans nos recrutements, on place à 60 000 euros des personnes dans la French Tech. Ça va de 40 000 à 200 000 euros. Il faut compter entre 20 et 25% pour un cabinet de chasse. Donc on va être entre 12 et 15 000 euros. Ok. Après, ce sont des sommes importantes, évidemment, parce qu'on parle juste de de coût pour un seul poste. Mais j'imagine que c'est à ce point critique aussi pour une entreprise. Quel est le niveau de criticité aujourd'hui sur le recrutement? C'est très simple. Est-ce que votre entreprise est digitalisée? Si votre entreprise est digitalisée, une partie de votre produit doit exister grâce aux candidats et aux qualités techniques. Ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir la meilleure idée. Si vous n'êtes pas digitalisé, vous n'avez pas de collaborateurs techniques pour développer cette idée, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est critique. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Vous investissez beaucoup dans le recrutement? Dans le recrutement, on investit à la fois en interne et à la fois en faisant appel à des cabinets. Vous pouvez partager notre budget recrutement, votre budget recrutement? Oui, aujourd'hui, le budget recrutement sur un profil donné, c'est entre 10 et 20 000 euros pour nous. Merci beaucoup à tous les trois. Thomas Bénard de Data Recrutement, Thomas Vergniaud de Wellcode, Grégory Muratorio de Henry Trip. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour la chronique de Tariq Krim.